voilà repartis sur Écho des territoires. On va parler d'un sujet crucial maintenant, qui est celui de la précarité énergétique. J'accueille pour en parler Lise-Marie Dambrine. Vous êtes chargée de mission à l'ONPE. Vous nous direz ce qu'est l'ONPE. Et Maïder Olivier, vous êtes chargée de plaidoyer à la Fondation Abbé Pierre. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Je vous propose, Lise-Marie Dambrine, peut-être que vous nous parliez vite fait de ce qu'est l'ONPE et surtout quelles sont les données que vous avez sur la précarité énergétique qui malheureusement, je pense, augmente en France. C'est exact. Oui, effectivement, je suis Lise-Marie Dambrine, chargée de mission précarité énergétique à l'ADEME. L'ADEME est au sein de l'Observatoire national de la précarité énergétique. Il faut savoir que l'ONPE est présidée par l'ADEME et a un rôle d'observation, d'analyse des données sur le phénomène de la précarité énergétique. Et ce travail d'observation et d'analyse est fait en lien avec une trentaine de partenaires, la Fondation Abbé Pierre ici présente, ou encore les énergéticiens, les ministères et différentes administrations. En effet, les chiffres de la précarité énergétique sont en hausse. 26% des Français ont déclaré avoir eu froid pendant au moins 24 heures dans leur logement au cours de l'hiver dernier. On parle d'une hausse de 4 points. Peut-être encore un peu plus marquant, il y a 79% des Français qui déclarent avoir restreint le chauffage chez eux pour ne pas avoir de facture trop élevée. C'est 10 points de plus que l'année d'avant. Voilà, on a des chiffres en hausse et aujourd'hui, avec notre indicateur le plus important qui nous est donné par la statistique publique, par le ministère de la Transition écologique et la cohésion des territoires, on a 11,9% des ménages français qui sont en situation de précarité énergétique. Je vous interromps juste une seconde. Oui. Est-ce qu'il y a une définition précise de la précarité? Parce qu'effectivement, vous donnez différents types d'indicateurs. Oui. Est-ce qu'il y en a un qui surpasse tous les autres ou de fait, il faut avoir cette différence d'indicateurs pour montrer un petit peu la disparité des situations? Effectivement, en fait, il existe différents indicateurs qui prennent en compte différentes données, différentes modalités, donc avec des chiffres différents. Il y a effectivement une définition légale de la précarité énergétique, ce qui est une chance, puisque cette définition légale nous permet d'exister, d'avoir de la statistique sur ces données. Je peux vous redonner la définition, mais le plus important à retenir, sans doute, c'est les indicateurs principaux sur lesquels se base notre travail est issu de ce qu'on appelle l'enquête nationale logement, dont la dernière date de 2013. On est pressé puisqu'on va recevoir la prochaine les prochains chiffres qui datent de 2020 très bientôt. Donc voilà, on a déjà 4 ans, mais peu importe, on se base donc sur 2 indicateurs principaux. Le baromètre Info-Énergie du médiateur national de l'énergie, qui nous permet de parler des 26% de Français qui ont eu froid dans leur logement. Et on se base également sur le taux d'effort énergétique T2E 3D, qui est modélisé par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et qui nous permet, alors là c'est de la statistique, ce qui nous permet d'avoir la part des dépenses totales des consommations énergétiques d'un ménage sur leurs revenus, en ne considérant que les 30% des ménages les plus pauvres. Donc on exclut tous les ménages qui ont des revenus très confortables mais qui consomment beaucoup. C'est vraiment sur les ménages les plus modestes qui consacrent plus de 8% de leurs revenus à ces dépenses énergétiques. Voilà. Merci beaucoup pour ces éléments. Je suppose qu'il y a plein d'autres chiffres, mais on y reviendra peut-être dans un instant. Oui. Maïder Olivier, alors vous représentez la Fondation Abbé Pierre. Et dans 2 jours, il va y avoir la journée de la précarité énergétique. Quand et pourquoi vous avez lancé cette initiative? Puis peut-être avec quel partenaire? Je suppose que vous n'êtes pas tout seul. Alors, on a lancé la journée contre la précarité énergétique il y a 3 ans, en 2021. Aujourd'hui, on est 23 co-organisateurs. Et il y a autant d'organisations impliquées dans le champ de la lutte contre l'exclusion, la lutte contre le réchauffement climatique et la lutte contre la précarité énergétique. L'ONPE en fait partie, le Secours catholique, la FNCCR pour représenter aussi les collectivités locales. Et l'objectif de cette journée, en fait, on avait envie d'assurer un rendez-vous annuel où, à l'arrivée de l'hiver, on parle de précarité énergétique, on donne la parole aux personnes touchées, aux acteurs qui sont impliqués au quotidien et qui développent des solutions pour lutter contre la précarité énergétique. Et c'est aussi évidemment une occasion pour les organisations de porter leurs revendications pour réduire le phénomène de précarité énergétique qui touche environ un ménage sur 5 en France. On avait aussi une volonté assez claire de
sortir du narratif uniquement de la sobriété et des petits gestes pour sortir les ménages de précarité énergétique, de parler des passoires thermiques, de bâtis, de rénovation thermique, et de discuter des solutions et de le porter aussi médiatiquement. Donc ça, c'était un peu la volonté générale de cette journée. C'est la 3e édition cette année. D'accord. Et là, on avait beaucoup de chiffres, mais vous, au quotidien, à la Fondation, je suppose que vous êtes confronté à des gens qui vivent ces situations-là. Je dirais peut-être comment ça se traduit, qu'est-ce que vous voyez, est-ce que ces chiffres reflètent bien ce que vous avez l'impression de voir sur le terrain ? Oui, évidemment, un des objectifs aussi de cette journée, c'est d'appuyer le fait que la précarité énergétique, c'est avant tout une forme de précarité qui se cumule souvent avec d'autres formes de précarité. Les personnes qui sont en précarité énergétique ont aussi des difficultés à se loger, payer leur loyer, se nourrir. Voilà, c'est des personnes précaires de manière générale, que ça touche aussi à des questions de santé. C'est aussi important de souligner la gravité du phénomène. On n'est pas uniquement... c'est pas qu'une question d'accès à l'énergie, ça a les ménages qui sont en restriction ça a des impacts très concrets sur leur santé. Le risque d'avoir des problèmes de santé pulmonaire, de souffrir d'asthme, d'anxiété, de dépression sont énormément plus élevés si on est touché par la précarité énergétique. Et nous, au niveau de nos actions, des ménages avec lesquels on est en lien, c'est des situations qui sont évidemment très dures à vivre. Souvent, c'est des personnes qui habitent aussi dans de l'habitat, ce qu'on appelle indigne, donc qui sont précaires énergétiques, mais ils habitent aussi dans des logements où il y a des fuites, de l'humidité, des moisissures. C'est vécu comme toutes les personnes qui sont touchées par le mal logement de manière générale comme une honte. C'est difficile de venir demander de l'aide, de savoir qu'on a le droit à des aides. Et donc nous, on fait tout ce travail d'accompagnement des personnes concernées, et on a aussi des programmes de financement du reste à charge des ménages très modestes en précarité énergétique pour assurer un reste à charge zéro pour des travaux très lourds qui, pour l'instant, n'est pas assuré pleinement par la puissance publique. D'accord. Alors effectivement, on n'a peut-être pas de pronostic tout à fait pour l'avenir, mais il y a quand même des politiques de rénovation de bâtiments, notamment qui sont engagées au regard des chiffres que vous voyez et peut-être des prévisions de rénovation en espérant qu'elles se font. Est-ce que vous avez l'impression qu'on va pouvoir faire baisser cette précarité ou de fait on a, ne serait-ce qu'aussi parce qu'il y a l'inflation, parce que l'économie n'est pas facile, qu'il y a un risque que ça continue d'augmenter pendant quelques années ? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a les politiques de rénovation portées par l'ANA. Et là, aujourd'hui, on a le droit d'être optimiste avec des annonces très positives pour nous, avec des avancées au 1er janvier 2024, avec une évolution majeure, on peut le dire, des aides à la rénovation globale des logements qui nous permettent d'être optimistes. On va arriver peut-être jusqu'à du 10-15% de reste à charge pour les ménages modestes et très modestes. Donc c'est positif. Après, on verra comment ça se traduit. Et puis la deuxième chose, c'est la vie des ménages dans un contexte inflationniste. Voilà, et ça, c'est des données qu'on sera amené à observer et à rester alerte sur ces chiffres. D'accord. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que les gens qui sont dans cette situation peuvent en avoir honte et du coup pas forcément en parler. Il y a un enjeu à détecter quand même les gens qui sont en situation de précarité énergétique, ne serait-ce que pour que les élus locaux, les collectivités concernées puissent agir en concertation avec vous ou d'autres acteurs. Comment on peut faire pour détecter les personnes en précarité ? Je crois qu'il y a quelque chose qui va être mis en place bientôt pour arranger ça ? Oui, avant notre outil de géolocalisation, il y a tout le travail des associations d'aller vers les ménages qui permettent de diagnostiquer, d'identifier les ménages en précarité énergétique directement sur le terrain. Mais pour aider les collectivités locales, les associations aussi dans leur travail, l'administration publique met à la disposition de ces collectivités, de ces associations, un outil qui s'appelle Géodip, qui est disponible en ligne et gratuit pour tous, qui permet en fait de diagnostiquer à 6 échelles différentes. Ça va du niveau national à la maille iris très très précis sur des rues, etc., des bâtiments, des ménages en situation de précarité énergétique. Et donc après de mener des actions en lien avec le diagnostic qu'on a fait sur son territoire, et c'est ce qu'on appelle et qu'on alerte pour que les élus s'emparent de cet outil qui sera mis à jour très bientôt en septembre 2024 avec une mise à jour des données en lien avec les ENL et qui sera d'autant plus pertinent à utiliser.
Vous voulez peut-être pour faire un commentaire. Oui, alors c'est sûr qu'on ne peut pas lire l'avenir. Par contre, ce dont on est sûr, c'est qu'il y a une forme de précarité énergétique qui a amené à augmenter. C'est la précarité énergétique d'été. La Fondation Abbé Pierre, on a publié une étude pour la première fois, qui se penche pour la première fois sur le sujet en juin 2022 et qui rassemble, on a rassemblé les indicateurs qui existent et qui nous permettent un peu d'appréhender la précarité énergétique d'été. On a le nombre de personnes qui ont souffert de la chaleur chez elles. On a aussi une étude du ressenti de la chaleur dans les logements, dans les quartiers populaires par rapport au reste de la France. Les chiffres sont énormes. C'est près de 60% des Français en 2022 qui ont souffert de la chaleur dans leur logement. Et donc ça, à l'inverse de la précarité énergétique, disons, d'hiver, le ressenti du froid, c'est un phénomène qui est quand même assez connu, même si pas encore suffisamment. Des solutions qui existent pour la précarité énergétique d'été, il y a encore trop peu de dispositifs qui existent et donc nous on milite également pour que la question de la chaleur, de l'impact des canicules sur les logements soit plus pris en compte et que les dispositifs soient aussi pensés en ce sens et c'est pas encore le cas aujourd'hui. Surtout qu'on sait que pour les personnes âgées, les canicules peuvent être malheureusement mortelles. Là, on est plutôt l'hiver, donc on parle aussi de la trêve hivernale. Tout à l'heure, vous parliez des revendications apportées à l'occasion de cette journée. Il me semble que vous militez pour que les coupures d'électricité soient interdites. Peut-être que vous pouvez nous en dire un mot. Pourquoi ? Quel est l'intérêt d'aller vers cette interdiction ? Et puis peut-être plus globalement, savoir s'il y a d'autres messages que vous voulez faire passer à l'occasion de cette journée. En fait, il y a des liens entre tous ces sujets, la précarité énergétique d'été, les coupures. À chaque fois, c'est des impacts très graves sur la santé des personnes. La précarité énergétique d'été, c'est le nom qu'on a décidé de donner à ce phénomène. Jusqu'alors, on parle de confort d'été. Nous, les témoignages de personnes qu'on a, c'est 46 degrés dans leur logement pendant les canicules. On est bien au-delà d'une question de confort. Et pas que les personnes âgées. Il y a aussi les jeunes qui habitent sous les toits s'exposent à des risques de mortalité beaucoup plus élevés. Pour la question des coupures, c'est aussi la forme la plus grave de précarité énergétique puisque c'est des gens qui sont tout bonnement privés d'énergie et qui s'exposent à des risques. Le fait de s'éclairer avec des bougies, le fait d'avoir très froid chez soi, c'est des risques de santé auxquels les personnes s'exposent. Ça contrevient à la loi puisque dans la loi, l'accès à l'énergie est garanti pour toutes et tous et ce droit aujourd'hui, il n'est pas respecté. Alors la mesure qu'on porte d'interdiction des coupures, elle est assez réaliste puisqu'on a réussi à obtenir cette avancée pour la question de l'eau. Les coupures d'eau sont interdites et donc il est vraiment temps de reconnaître que l'accès à l'énergie est un droit fondamental. Voilà. Ce qu'on demande en lien avec les fournisseurs d'énergie, c'est de remplacer ces coupures par des réductions de puissance qui sont vraiment pas luxueuses. Vivre sous un kVA d'électricité, ça permet vraiment pas grand-chose. Le minimum vital, donc il faudra aussi qu'on travaille à déterminer le niveau juste de réduction de puissance. Mais il nous semble que c'est une vraie avancée et aussi un signal à envoyer aux ménages pour qu'ils puissent arrêter de craindre la coupure parce que c'est un vrai traumatisme pour les ménages. Les personnes qui sont privées et qui sont en situation d'impayé, c'est pas des personnes qui ont plaisir à ne pas payer ou qui profitent du fonctionnement du système de l'énergie. C'est des personnes qui sont multi-endettées, qui n'arrivent pas à payer l'ensemble des dépenses nécessaires et qui du coup font des choix et des arbitrages. Et donc il est vraiment temps de protéger les ménages à ce niveau-là. Peut-être un mot de la fin, si vous le voulez bien. Parce qu'on a évoqué plusieurs sujets, mais c'est vrai que tout à l'heure quelqu'un a dit le mot sobriété, et je crois que c'est vous, mais c'est vrai la sobriété pour des gens qui n'ont déjà pas grand-chose, a priori, comme vous l'expliquez, ça n'a pas tellement de sens. Donc comment on peut porter cette idée-là sans pour autant être à côté de la plaque, j'allais dire, par rapport à cette population ? Il y a quand même un enjeu de justice sociale derrière, peut-être pour faire comprendre qu'effectivement c'est les gens les plus aisés qui doivent faire cet effort de sobriété. Enfin, voilà, comment vous voyez un peu cette question-là au regard de vos expériences ? C'est une question qu'on se pose beaucoup à l'ADEME, parce qu'on parle beaucoup de sobriété au sein de l'ADEME dont dépend l'ONPE. Et c'est toute la question de la transition juste qui est hyper importante et pour laquelle nous, à l'ONPE, on continue de travailler tous les jours. Un dernier mot ?
ou pas? Oui, en tout cas, hier, sur une table ronde, on avait une représentante du réseau Action Climat qui fait partie du comité de pilotage de la journée contre la précarité énergétique, qui est plutôt un acteur identifié comme du monde écologiste. Et qui rappelait que militer pour une transition juste et une transition écologique de manière générale, pour certains, ça pourrait se traduire par une augmentation des consommations d'énergie. On ne parle pas de restrictions pour tout le monde, au contraire, quand on se bat avec les acteurs du monde écolo, les acteurs de lutte contre la précarité, c'est pour assurer l'accès à l'énergie pour tous. Et donc voilà, pour les ménages précaires, on ne parle pas du tout de restrictions, mais de respecter des minimums vitaux et fondamentaux. Eh bien, sur ce mot, un accès équitable à l'énergie pour tous et pour toutes, je vous propose qu'on close cette émission. Merci à vous deux, d'être venus. Merci. Et bon salon. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.